Bien, chers collègues, je pense que nous allons pouvoir commencer notre conseil municipal. Je vais vérifier Madame Sandra, vérifier l'état des présences, vérifier si nous avons le quorum. Zobda David. Présent. Richton Alex. Présent. Tunorfé Claire. Le bon Georges Louis a donné procuration à Lucie Latour. Laborieux Judith. Présent. Murté Omer. Présent. Joseph Moros Christina. Cavignan Louis. Bien Virginie. Félix, Filet Louis Félix. Présent. Étienne Notianique. Je suis là. Doulin David. Présent. Le Doux Luc. Rodolphe Bocali. Présent. Bison Marie-Ange. Caspag Monique. Zobda Eugénie. Caroline Micheline. Attendez, pardonnez-moi. Bison Marie-Ange a donné procuration à Monsieur le maire. Zobda Eugénie a donné procuration à Claudia Lérigab. Caroline Micheline a donné procuration à José Campbell. Basson Henri a donné procuration à Monsieur Alex Briston. Samo Fred. Marie-Luce Miguel. Burdi Max a donné procuration à Monsieur Jean-Pierre Jean-Louis. Jean-Louis Jean-Pierre. Vétro Claudie. Charlotte. Jean-Louis Jean-Pierre est présent. Jean-Louis Jean-Pierre est présent. Oui, oui. Okay. Charlotte Abrico-Mylène. Claudia Lérigab. Présente. Campbell José. Gabé Sandrine Elisabeth. Présente. Victoire Lionel. Maëlle Bourgeois Maëlle. Présente. Latour Lucie. Présente. Pendant Yolène. En visio, elles sont en retard. Elle est en retard. Adélaïde Pierre-Joseph. Présent. Adèle Thierry Bernard. Présent. Oligny Raoul. Présent. Sillon Cindy. En retard aussi. Charlotte Nelly. Marlène Claude. Et Dunon Fabrice. Voilà, monsieur le maire. Le quorum est atteint, nous allons pouvoir délibérer valablement. Je propose à Omer Mioté et à Claudia Lérigab d'assurer le secrétariat de la séance. S'ils l'acceptent. Ok, Claudia. J'accepte. Très bien, parfait. Je vais vous demander la possibilité de rajouter un point à l'ordre du jour. C'est un point qui concerne la mise en place du dispositif réseau écoute d'aide et d'appui à la parentalité, relais assistance maternelle, lieu d'accueil d'enfants parents, qui sera présenté par Yannick Etienne, si vous l'acceptez. C'est un point supplémentaire. C'est les plans d'action que nous allons mettre en place. Il y a des oppositions à ça. Il n'y en a pas, nous allons donc le présenter. Merci, collègues. Nous avons un ordre du jour qui est relativement long. Nous allons donc commencer par le compte-rendu de la séance du du 25 novembre. Vous l'avez reçu et probablement lu. Est-ce que vous avez des remarques à formuler sur la rédaction? Il n'y a pas de remarques, mais je propose que l'on adopte ça. Ce sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent. Merci, collègues. Nous allons donc entrer dans l'ordre du jour de notre séance avec l'affaire foncière et contentieuse, projet d'acquisition d'un immeuble au centre-ville, environnement et cadre de vie avec le partenariat avec l'association Caribéa Initiative, communication interne, attribution de chèques cadeaux, comme nous avions réalisé l'année dernière pour la période du fête. Ensuite, nous passons aux affaires culturelles avec l'attribution de subventions exceptionnelles pour l'arbre de Noël et l'association culturelle de fonctionnement. Jeunesse vie associative avec une annulation et un remplacement de la décision du conseil municipal du 29 juillet 2021 relative à la participation des jeunes à la NACEJ et une attribution de subvention d'équipement exceptionnel au Sporting Club Laventinois. C'est une affaire juridique d'avenant, 3 avenants concernant
les satellites, l'ASL, OCL et OMSL, et puis enfin les finances avec les versements par 12e de l'ensemble des satellites de la ville pour assurer le début, le premier tiers de l'année à venir. Ensuite, un contrôle de gestion avec le financement, une convention de financement qui nous est proposée par l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Ensuite, la gestion administrative et paye sur l'avancement de grade et les déterminations de ratio, le rapport social unique et la mise à disposition de M. Chollet au Centre d'action communale d'action sociale, des actes pris par délégation et des informations sur les accords cadres des marchés que nous avons eu l'occasion de faire ce mois-ci. Et puis le point supplémentaire que nous venons de rajouter à l'ordre du jour. Donc, je propose que l'on commence tout de suite notre ordre du jour avec le premier point. Je passe la parole à Fred Samo. Ça concerne le projet d'acquisition d'un immeuble bâti vacant situé au boulevard Fernand-Guillon. Fred, je te passe la parole. Merci, monsieur le maire, et bonsoir à tous les collègues. Donc, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, il s'agit en effet d'un projet d'acquisition, comme tu l'as cité, monsieur le maire. C'est madame Nathalie. Un peu plus fort, on ne t'entend pas très bien. Ah, vous m'entendez? Oui. Madame Nathalie Cyril Joseph Christine. Voilà. C'est mieux là? Oui, oui, parfait. Okay, épouse Jean-Louis et son frère, monsieur Miguel Marius Joseph Christine, ont parcouru les 25 et 29 avril 2019 proposé à la ville la vente de leur immeuble vacant cadastré, section C 210, situé au 6 et X4, boulevard Fernand-Guillon, à proximité de l'ex-hôpital du Beau, au prix de 120 000 €. Il s'agit d'une parcelle d'une superficie de 85 mètres carrés sur laquelle repose une construction de type F4 comprenant au rez-de-chaussée 2 pièces, une cuisine, un WC, une cour et un puits de lumière. Au premier étage, 3 chambres, une salle de bain, un WC. Au deuxième étage, une terrasse couverte. La commission d'urbanisme, d'aménagement du territoire et du développement durable du 10 septembre 2019 et le bureau municipal du 17 octobre 2019 ont émis un avis favorable pour l'acquisition de cet immeuble sous réserve de prix de vente n'excédant pas la somme de 100 000 €. À cet effet, en vue de négocier le prix, ils ont préconisé que les services municipaux estiment le coût de déconstruction de l'immeuble. Nous avons les caractéristiques de la parcelle C210. Au PLU en vigueur, l'immeuble est à la fois inscrit dans le périmètre de protection des monuments historiques, ABF, et en zone UH1, dont la vocation principale est l'habitation. Cette zone comprend le centre-ville ancien, dont le fonctionnement et la valorisation en tant que centralité urbaine majeure constituent un objectif prioritaire de la commune. En outre, il est précisé dans le périmètre du programme d'action Cœur de Ville, Lamentin-Grand-Cœur. Au plan de prévention des risques naturels, la parcelle est classée en zone jaune de la carte réglementaire correspondant à un aléa faible à nul au regard du risque de mouvement de terrain. Il y a eu un rapport aussi d'évaluation établi par l'Office national du Petit Manoir en date du 20 février 2019. Ce rapport indique qu'il s'agit d'une maison contemporaine d'une surface habitable totale de 102 mètres carrés, dont l'époque de la construction a été fixée entre 1978, 1948 et 1969. La couverture consiste en une toiture terrasse recouverte en tôle. Il précise en outre que le bâtiment est dans un mauvais état d'entretien général. Aussi, la valeur vénale du bien occupé a-t-elle été fixée à la somme de 82 000 € en taxes détaillées comme suit. La valeur retenue pour le terrain, 31 000 €. Le prix des bâtiments, 51 200 €. À cet égard, il est à noter que le seuil de saisine obligatoire de la direction de l'immobilier de l'État, le pôle d'évaluation domaniale, est fixé à 180 000 €. Aussi, un dossier de diagnostic technique
en date du 14 janvier 2020, a été établi par M. Christophe Galette de Saint-Ouen de la Société Anti-Diagnostic et Services. Les conclusions sont les suivantes. Concernant l'amiante, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante. L'installation intérieure d'électricité, au titre du devoir de conseil, le diagnostiqueur vous recommande de faire intervenir dans les meilleurs délais un électricien qualifié afin de reprendre l'installation. En matière de termites, plusieurs indices d'infestation de termites de bois. Un rapport d'enquête établi par le service bâtiment en direction des services techniques le 30 septembre 2020 présente deux scénarios chiffrés, soit la réhabilitation, soit la démolition. Les travaux de réhabilitation du bâtiment tout court d'État pour un montant de 127 200. Un repérage amiante avant tout commencement de travaux est à prévoir. Les travaux de démolition, déconstruction et évacuation, 14 310 euros. Repérage d'amiante avant démolition de 3 000 euros. Ces montants ne constituent que des estimations. Donc, compte tenu des éléments précités, la Ville a proposé aux héritiers d'acquérir leur bien à 82 000 euros, qui correspond au montant de l'expertise immobilière réalisée par l'Office national du Petit Manoir. Les héritiers ont formulé une contre-proposition à 95 000 euros. La Ville a maintenu son offre et les héritiers ont accepté. En outre, ils s'engagent à libérer l'immeuble de ses encombrants. Donc, il nous est demandé, compte tenu de l'exposé ci-dessus, d'approuver l'acquisition d'un bâtiment, d'un immeuble bâti cadastré, c'est numéro 210, d'une superficie de 80 mètres carrés, tel que nous l'avons, je l'ai précisé plus haut, à hauteur de 82 000 euros. Et aussi de donner délégation à M. le maire pour la signature de l'acte notarié à intervenir, ainsi que toutes les pièces y afférentes. Donc, vous avez les documents, les courriers qui suivent, les réponses de M. le maire et l'acceptation du couple sur la proposition qui leur a été faite. Voilà, M. le maire. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation exhaustive. Le débat est ouvert. Si vous souhaitez intervenir, c'est maintenant. Je passe la parole à Adélaïde Pierre. Oui, bonsoir à tous. Alors, je voulais simplement poser une question. C'était, nous allons effectivement acheter cette maison et on voulait savoir c'est dans quel but, quelle est la destinée, est-ce qu'il y a un projet dessus? Je sais que ce sera dans le périmètre de l'Action Cœur de Ville, mais c'est tout, on l'achète et voilà. Donc, j'aurais voulu savoir un peu plus. Merci. Et d'autres interventions? Oui, bonsoir. Oui, José. Oui, bonsoir à tous. C'est simplement signaler ma présence, hein, monsieur le maire. José Crampel. Oui, on l'aurait vu. Hein. Ah, ok. Bon, Fred, tu veux intervenir ou... Les raisons pour lesquelles nous avons décidé d'acquérir ce bâtiment, comme le collègue l'a dit, c'est principalement par rapport à son emplacement et son emplacement au niveau du centre-ville et puis son périmètre, puisqu'il est situé dans le programme d'action, comme ça a été dit, l'opération La Montagne-Grand-Cœur. Donc, voilà ce que je peux dire. Alors, je vais compléter en disant qu'il s'agit d'une position extrêmement stratégique. C'est un bâtiment qui se trouve quasiment dans le carrefour du square des Barrières, qui est à proximité de l'ancienne maternelle Émilie Benoît, et qui correspond à un îlot de bâtiments que la ville pourrait progressivement acquérir et qui pourrait nous permettre soit de faire une programmation d'aménagement de carrefour beaucoup plus intéressant, avec une place plus conviviale, plus intéressante, ou bien de lancer un programme d'investissement sur un mode d'habitat particulier, une reconstruction et un repositionnement
des Lamartinois en centre-ville. Donc, nous avons toute une série de projets sur le centre-ville. Il s'agit pour nous d'avoir le foncier disponible et ça fait partie des acquisitions qui sont liées aux opérations que nous allons porter dans le cadre du projet Cœur de Ville. C'est une opportunité qui se présentait, ils souhaitaient vendre, mais on a sauté sur cette occasion pour compléter le volume foncier de la ville de Lamentin sur le périmètre du Cœur de Ville. Étant entendu que cet espace-là est à proximité de celui de l'ancienne ville de Lamentin et à proximité de la rue Ernest André et le boulevard Guillon. Donc, ça fait une belle continuité d'action publique et un programme d'ensemble qui sera desservi par des acquisitions foncières qui seront désormais des acquisitions de la ville du Lamentin. Voilà les raisons pour lesquelles ça nous semblait une opération extrêmement intéressante et ça l'est. Ce n'est pas une dépense excessive pour la ville, mais c'est une position extrêmement stratégique qui peut nous ouvrir la porte à des projets d'embellissement et d'aménagement ou de services ou de logement pour la ville du Lamentin dans le cadre du projet Cœur de Ville. Voilà les raisons pour lesquelles on fait cette acquisition. Est-ce que ça peut être financé, même si ce n'est pas beaucoup? Bien sûr, par action. Ça peut être financé. Ça peut être financé. Alors, on va lancer l'acquisition, mais en même temps, on construit le plan de financement sur ça. Et sur l'acquisition, nous avons 80 000 euros. Et ensuite, sur les projets eux aussi seront financés, Action Logement ou d'autres organismes qui vont nous permettre de soutenir les projets. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose que l'on passe au vote. Quels sont ceux qui sont contre l'acquisition de cette installation? Merci, collègues. Nous passons. Yolène, pendant, je pense qu'il faut que tu fermes ton micro quand tu t'installes parce qu'on t'entend. Voilà, super. Merci beaucoup. Nous passons au point suivant. Attribution de chèque cadeau. Je passe la parole au maire Mioté. Non, j'ai sauté un point, c'est toujours Fred Samo sur le partenariat avec l'association Caribéa Initiative. Pardon, Fred. Oui, merci, monsieur le maire. Donc, l'Office français de la biodiversité a lancé en 2021 un appel à projet nommé MOB Biodiversité Restauration pour appuyer des projets de restauration de la biodiversité dans les Outre-mer. L'association Caribéa Initiative y a répondu et a été retenue pour un projet nommé REVPOL visant des travaux de recherche suivis de l'édition de guide sur la revégétalisation de l'espace urbain et périurbain antillais en faveur des pollinisateurs. Dans ce projet, il s'agit de donner aux villes de la Caraïbe des informations scientifiques visant à améliorer leur stratégie de revégétalisation en milieu urbain et périurbain, l'espace vert, jardin, dents creuses, friches. Pour cela, l'association a recherché 2 territoires pilotes. Ainsi, de manière concomitante, à Pointe-à-Pitre et au Lamentin, chez nous, des chercheurs collecteront et analyseront des données sur l'utilisation des plantes par différentes espèces de pollinisateurs tels que les chauves-souris, les oiseaux, les insectes. Les résultats acquis au sein du projet serviront à émettre des recommandations de gestion des espaces publics et privés dans les 2 communes partenaires et plus généralement à l'échelle des Antilles. Outre la valorisation de nos actions et de notre intérêt sur ce sujet majeur pour nos territoires, notre mobilisation dans ce travail présente d'autres enjeux. Donc, je cite l'implication des agents communaux, notamment les agents techniques des espaces verts, la formalisation de notre stratégie de revégétalisation et de gestion des espaces communaux sur la base de données validée en lien avec la contribution des principales plantes natives et exotiques, le recrutement par l'association et l'implication de jeunes locaux sur le travail de terrain et d'analyse, la réalisation d'aménagements démonstrateurs sur les terrains du Lamentin, la validation des recommandations de gestion des espaces verts adaptés à notre territoire, la sensibilisation des acteurs clés
les gestionnaires jardiniers pépiniéristes et du grand public, les associations, les scolaires, sur les enjeux à sortir de l'approche paysagère classique de gestion des espaces verts vers une approche éco-fonctionnelle permettant de maximiser la biodiversité. La mobilisation de la population et notamment les naturalistes de la commune autour des projets de développement durable portés par la commune. Les études se dérouleront sur plusieurs types de sites. Des espaces urbains et périurbains, verts fleuris classiquement, des espaces verts fleuris urbains et périurbains avec des espèces locales censées attirer des pollinisateurs, des jardins créoles, des friches urbaines et d'encreuses. Sont d'ores et déjà identifiés pour réaliser les études la pépinière municipale, le giratoire de l'hôtel de ville, les jardins des hôtels de ville, le jardin de la Maison des Relations internationales, la parcelle communale située en contrebas de la salle paroissiale Notre-Dame, le jardin partagé du Calbassi géré par l'association CEMIA, Centre d'entraînement aux méthodes d'éducation active, ou le jardin du Lecta de Croix-Rivière. Pour la montée, une technicienne en charge du suivi sera recrutée par l'association pour la durée du projet. Une lamentinoise a été retenue. Il s'agit de Madame Claire Maurice Madelon. Si tu le permets, Monsieur le maire, elle nous écoute, elle est présente avec Doris. Si elle peut nous dire deux mots, s'il nous le permet, c'est avec plaisir qu'elle le fera, elle est avertie. Ben, si elle peut le faire, elle y va tout de suite. D'accord. Bonjour. Bonjour. Bonjour, donc bonsoir à tous, Claire Maurice Madelon. Donc, je suis la coordinatrice du projet Rêve Paul. J'ai été recrutée il y a quelques semaines par l'association Caribéa Initiative pour coordonner le projet donc, sur le territoire de la ville du Lamentin. Donc, le projet vous a été présenté. Donc, pour ce qui s'agit de ma présentation, je travaille sur les thématiques de la ville durable, sur les thématiques de la revitalisation urbaine, des écoquartiers et maintenant spécifiquement sur la question de la nature en ville et de tout ce que la nature en ville peut apporter en termes de résilience du territoire et d'amélioration des aménagements pour assurer un développement durable du territoire. Donc, je suis très contente de suivre ce projet. Il est en cours de structuration. Donc, les équipes du service ECV sont déjà mobilisées. On a beaucoup de volontaires parmi les agents techniques pour participer au projet, pour s'impliquer. Donc, il y aura d'abord une phase observation et ensuite une phase expérimentation. Et donc, je vous invite à vous intéresser au suivi de ce projet qui se fera sur 2 ans. Et en tout cas, on ne manquera pas de donner des résultats au fur et à mesure, d'autant qu'il y a une importante dimension de sciences participatives. Ça veut dire que tous les administrés du Lamentin, mais aussi au-delà, pourquoi pas, seront invités à participer au projet et à participer au recueil de données et au renforcement de la connaissance de nos pollinisateurs, de nos plantes locales et à terme de pouvoir améliorer les aménagements paysagers que nous allons faire sur notre territoire. Et il y a beaucoup de projets au Lamentin pour ça, où on pourra concrétiser donc, cette connaissance dans des aménagements concrets. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Madame Maurice Madelon. Bienvenue. Donc, je poursuis, Monsieur le maire. Donc, de façon concomitante à Pointe-à-Pitre au Lamentin, ce projet se déroulera de décembre 2021 à septembre 2023, selon le planning prévisionnel suivant. Donc, de décembre 2021 et janvier 2022, conventionnement avec les villes retenues, préparation, recrutement, acquisition des équipements nécessaires, sélection des sites, planification des opérations. L'année 2022, le premier trimestre 2023, collecte de données et observation à la fois visuelles et photographiques par des pièges photographiques pour les espèces dures.
collecte de données par l'utilisation des détecteurs d'ultrasons et de caméras pour les espèces nocturnes, telles que les chauves-souris, analyse des données recueillies. Fin 2022, année 2023, plantation expérimentale d'assemblage de plantes, analyse des données recueillies, atelier de formation sensibilisation des jardiniers, pépiniéristes, enfants scolarisés et adultes, création de livrets de présentation, synthèse de l'ensemble des résultats et finalisation d'articles scientifiques. Donc, la commission, bien sûr, a émis un avis favorable. Il nous est demandé aujourd'hui au conseil municipal de bien vouloir, d'une part, formuler un avis sur ce projet de partenariat, sur les parcelles d'études identifiées et sur le projet de convention avec l'association, et d'autre part, d'autoriser M. le maire à signer cette convention de partenariat et la convention d'accueil à venir. Voilà, M. le maire. Fred, vous avez la parole. Vous souhaitez vous exprimer sur ce projet de convention et surtout sur l'action en elle-même. Il n'y a pas d'intervention. Je suppose que tout le monde... Oui, José Campbell. Oui, c'est monsieur le maire. Ben, je trouve que c'est un très beau partenariat. Bon, d'une part, parce que avec l'implication d'une lamantinoise, que ce soit une lamantinoise qui est retenue pour le projet, et d'autre part, ça va nous permettre, puisqu'on le constate déjà par rapport sur les lieux fleuris qu'on a au niveau de la ville, ça va nous permettre de travailler justement sur les pollinisateurs, parce que de façon générale, on travaille, on a des études scientifiques tant sur l'aspect de la mangrove que sur nos fleurs, en fait. Moi, je trouve ça bien que de façon générale, qu'on porte en fait un intérêt scientifique aux outils que l'on met en place. Voilà, donc sur ça, je trouve ça très intéressant pour nous et pour la ville et pour la personne qui s'en charge aussi, la technicienne qui est chargée de travailler dessus. Voilà. Merci, José. Ce qu'il faut, en termes de conclusion très rapide, je ne sais pas s'il y a d'autres interventions, ça confirme notre orientation et notre stratégie environnementale. Nous l'avons affiché depuis longtemps, nous portons toute une série de projets sur l'environnement et sur la biodiversité, et cette convention-là confirme encore notre orientation majeure, mais surtout elle permet de percevoir la ville du Lamentin comme étant une ville qui offre des opportunités à nos jeunes chercheurs, des opportunités de thèse, de master, de licence, de mémoire, etc. On peut trouver au Lamentin des sujets d'études qui sont des sujets extrêmement sensibles sur le thème de l'environnement, mais très opérationnels, puisqu'ils nous permettent ensuite d'utiliser les travaux et les recherches de ces jeunes Martiniquais pour une application concrète dans la ville du Lamentin, soit en protection de la flore, soit en protection de la faune, ou bien en aménagement du territoire et en protection de la mangrove. Donc, c'est pour nous un moyen de clarifier notre stratégie et de montrer que nous sommes très ouverts sur cette politique-là et que nous offrons une perspective à nos jeunes chercheurs martiniquais de trouver des terrains d'application, des champs d'application ici, des travaux qu'ils font à l'université. Pour moi, c'est tout bénéfice. C'est pourquoi je vous invite à soutenir très largement ce projet-là et tous les autres projets qui vont arriver bientôt sur l'environnement, puisqu'il y en a d'autres qui sont dans les tiroirs qui vous seront désormais soumis. Voilà. Donc, je passe au vote s'il n'y a pas d'autres interventions. Quels sont ceux qui sont contre ce projet? Quels sont ceux qui s'abstiennent? Merci beaucoup. On passe au point suivant. Cette fois, je ne me trompe pas. Maire Mioté pour l'attribution des chèques cadeaux. Merci, monsieur le maire. C'est bon, c'est une opération qu'on conduit depuis la première vague de la pandémie, puisqu'on ne peut pas fêter. Pas plus fort, t'entends pas. J'ai dit c'est une opération qui revient cette année. Depuis la pandémie, nous avons opté pour cette formule. Alors, introduction de la crise sanitaire mondiale en raison de l'épidémie de la COVID-19 sévit depuis le mois de mars 2020. Le territoire de la Martinique a été particulièrement touché, notamment en juillet et août 2021. L'île est toujours en état d'urgence avec un couvre-feu alors que les fêtes de fin d'année approchent. Analyse. Dans ces circonstances comme l'an dernier,
la fête du personnel ne pourra être célébrée. Monsieur le maire propose l'attribution de chèques cadeaux à chacun de ses 830 collaborateurs d'une valeur de 50 € pour une somme globale de 41 500 €. Malgré le contexte sanitaire, cette action contribue à saluer l'engagement de l'ensemble des agents municipaux auprès de la population lamantinoise. Le personnel des satellites est aussi concerné par cette démarche. À ce titre, il est proposé d'accorder à chaque satellite une subvention correspondant au chèque cadeau d'une valeur de 50 € multiplié par le nombre de salariés conformément au tableau ci-dessus. Alors, il est à noter que la législation impose à la ville d'enregistrer cette dépense au compte 647, autres charges du personnel, pour ce qui concerne les salariés payés par la ville, et au chapitre 65 pour les subventions qui seront versées aux satellites. Toutefois, elle ne donne pas droit à des cotisations sociales dès lors que le montant ne dépasse pas le plafond de la sécurité sociale, soit 160 € par agent. Alors, le coût global de l'opération s'élève à 69 050 €. Alors, il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur les propositions d'attribution de chaque cadeau d'un montant de 50 € par agent et de se prononcer aussi pour l'attribution de subventions au satellite de la ville et d'autoriser monsieur le maire d'inscrire ces dépenses au budget 2022, soit 41 500 pour le compte 647 et autres charges du personnel pour les salariés de la ville et 27 550 au chapitre 65 pour la participation versée au satellite. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des remarques, des propositions? Oui. Juste pour mon information, dans le privé, avec la crise sanitaire, le gouvernement a mis cette année à 250 €. Est-ce que c'est valable, le maximum, hein, puisque là, c'est 171 €, c'était avant Covid. Est-ce que c'est valable aussi pour le public ou bien c'est uniquement pour les entreprises privées? Je ne sais pas de quel. Ça, c'est chèque cadeau fait du personnel. Hein? Oui, c'est ça. La limite, normalement, c'est 171 €, non sans cotisation. Oui. Mais avec la crise sanitaire, ils ont mis à 2. C'est juste pour mon information. Hein? Ça, je ne sais pas. Ouais. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a simplement utilisé les sommes que l'on réserve à la fête du personnel. D'accord. L'agent. Non, mais peut-être. On n'est pas adossé sur le dispositif de l'État. Donc, on voit cet argent pour rester dans la fourchette ce qu'on est capable de payer. Oui. Oui, je sais, mais c'était juste pour mon information, pour savoir si le public avait droit à ça aussi. Non? Je sais qu'il n'y a pas de transposition de cette mesure-là. On t'entend pas. Oui, je sais qu'il n'y a pas de transposition de cette mesure-là dans le public. D'accord. Okay. Il y a d'autres remarques? S'il n'y en a pas, nous allons passer au vote. Je rappelle que c'est un dispositif qui avait été très apprécié par l'ensemble du personnel. Nous avions fait en début d'année le point avec tous les services et les directions. Merci pour le déjà. Ça avait été apprécié. On passe au vote. Quels sont ceux qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci collègues. On passe aux affaires culturelles. Sur le premier point concernant l'organisation des arbres de Noël, je passe la parole à Lucie Lato. Merci, monsieur le maire. Alors, il s'agit de l'attribution de subventions aux associations culturelles pour l'organisation d'arbres de Noël. La commission culture vie associative, en sa séance du mercredi 17 novembre 2021, a favorablement examiné des demandes de subventions pour l'organisation d'arbres de Noël en faveur des bénéficiaires indiqués ci-après. Le budget alloué à la commission culture au titre de l'année 2021 pour les associations culturelles est de 37 800 €. Comme à l'accoutumée, les subventions sont attribuées au prorata de l'enveloppe budgétaire et des actions menées par les associations. Pour cet exercice, et comme chaque année, une partie de l'enveloppe budgétaire est répartie au bénéfice des associations qui organisent un arbre de Noël pour les enfants nécessiteux. Excusez-moi. Alors, les montants proposés sont les suivants. Pour Allegria de Roche-Carré, 500 €. La PAM de Basse-Gondo, 1 200 €. DALC 2000 de Gondo, 400 €. Foyer rural de Bélem, 1 000 €.
Foyer rural de Roche-Carré, 1 000 €. Foyer rural de Sarreau-Duchesne, 1 000 €. La Cigogne de Place d'Armes, 900 €. La Mer à la campagne de Bois-Carré, 900 €. Main droite, main gauche de Lompré, 350 €. Mon pavillon de Montpito, 800 €. Opération loisir de Bois d'Inde, 500 €. Racine à Cajou Brut, 1 200 €. Pour un montant total de 9 750 €. La commission réunie le 17 novembre 2021 a donné un avis favorable pour l'attribution des subventions pour l'organisation d'arbres de Noël aux associations culturelles d'un montant total de 9 750 €. La dépense sera imputée sur la ligne budgétaire inscrite ci-après. Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur l'attribution de subventions pour l'arbre de Noël aux associations culturelles. Oui, c'est bon. Oui, OK. Sur les subventions exceptionnelles l'arbre de Noël, est-ce que vous avez des remarques? Oui. Pour nous, Lini. Attends pas. Il faut ouvrir le micro. Ouvre ton micro. Voilà. Le micro est ouvert. Voilà. Juste bonsoir à tous et saluer à ceux qui nous regardent, qui nous écoutent. Dire que la démarche, on la connaît, il faut la maintenir puisqu'il faut faire ce travail de cohésion au maximum et faire en sorte que les temps festifs avec, bien sûr, des mesures soient maintenues dans ce pays parce que l'idée n'est pas de tuer la vie, mais surtout la soutenir, faire en sorte que les choses fonctionnent. Mais en qualité d'élu, dans le rapport de présentation, j'ai vu une colonne qui est portée seulement en observation, seulement organisation d'arbres de Noël. Je pense qu'il serait pertinent d'y porter les dates des organisations de manière à ce que le conseil municipal puisse imprimer ces dates-là, être présent auprès de la population s'il le faut. Quand ils veulent, quand ils sont disponibles. Voilà. Oui, c'est une bonne remarque. Une bonne remarque. On le fera. S'il le faut et si les arbres de Noël ne sont pas encore terminés, ceux qui restent, on va savoir. Mais effectivement, il faut que, comme nous contribuons à l'organisation de ces arbres de Noël qui ont une vocation sociale, hein, surtout. C'est pas l'organisation d'arbres de Noël pour les gens qui en ont les moyens. C'est essentiellement social et porté par les associations. Donc, c'est important, effectivement, que les élus soient présents puisque nous y contribuons fortement. Donc, il y a dans cet esprit de fête de Noël, cet esprit de cohésion, de fraternité, de rassemblement. C'est normal que tout le monde y soit. Donc, on fera le point sur parce qu'il y a encore des arbres de Noël qui ne sont pas encore faits. Donc, on communiquera les dates qui sont prévues. Sandrine Gabé. Oui, bonsoir à tous. Donc, c'est une proposition que je souhaite faire, c'est-à-dire que les associations concernant les arbres de Noël en particulier, que les demandes soient faites beaucoup plus tôt, qu'il y ait un système que les demandes soient faites plus tôt afin de leur permettre d'avoir le budget et la somme avant la date, dans la mesure que c'est une période qui est dense et qu'ils puissent avoir le temps, dans la mesure, s'ils n'ont pas eu les sommes demandées, de pouvoir s'orienter aussi vers d'autres partenaires. Donc, c'est une proposition que je fais. Merci. Oui, ça veut dire qu'il faut remonter les dates de demande. Il faut que ça soit en septembre, du mois d'octobre, et qu'on lance les opérations en septembre pour qu'en octobre, on puisse passer à un conseil municipal les demandes concernant les arbres de Noël, de telle sorte que les associations puissent bénéficier. Coupe le micro. Que les associations puissent bénéficier de la contribution sur le compte et qu'elle n'ait pas à faire l'avance de trésorerie, ce qui est extrêmement difficile pour les associations en ces temps-là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui doit couper son micro, là. Il y a un bébé dans la maison. Mais là, oui, on désactivé dessus. Non, mais ça, c'est nous, ça. Non, ça... Donc, je disais, j'espère que vous m'entendez. Je disais qu'effectivement, il faut qu'on arrive
à voter ces dotations suffisamment tôt pour que les associations puissent bénéficier sur leur compte de ces moyens-là et qu'elles n'aient pas à débourser de l'argent qu'elles n'ont pas. Voilà. Donc, on prendra les dispositions pour que ça se fasse plutôt sur le mois d'octobre, bien avant, pour que ensuite les choses soient anticipées. Merci beaucoup, Sandrine, pour ta remarque qui est fort juste. Comment tu fais là? C'est bon, on nous entend. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur ce sujet? Monsieur le maire, je précise que je ne dois pas participer au vote. Est-ce que je me déconnecte complètement? Non, non, tu sors, on va considérer que tu es parti. D'accord, merci. Parce qu'après, ça sera encore un problème pour te reconnecter. D'accord, merci beaucoup. Tu ne prends pas part au vote et je te demande de sortir de la salle. Merci. Nous allons donc voter. Quels sont ceux qui sont contre ces contributions aux associations pour ces arbres de Noël social? Quels sont ceux qui s'abstiennent? Merci, collègues. On passe au point suivant pour la culture avec Lucie. Ça concerne les dernières subventions de fonctionnement. Voilà. Donc, il s'agit de la deuxième tranche d'attribution de subventions de fonctionnement aux associations culturelles. La Commission Culture Vie Associative, en sa séance du mercredi 17 novembre 2021, a favorablement examiné des subventions de fonctionnement en faveur des bénéficiaires indiqués ci-après. Le budget alloué à la Commission Culture au titre de l'année 2021 pour les subventions aux associations culturelles est de 37 800 €. Comme à l'accoutumée, les subventions sont attribuées au prorata de l'enveloppe budgétaire et des actions menées par les associations. Alors, les montants proposés sont les suivants. Allegria, 1 000 €. En Belle Palamantinois, 800 €. La PAM, 1 000 €. Foyer rural de Roche-Carré, 2 200 €. Foyer rural de Bélem, 2 200 €. Jeunesse en fleurs, ballet cadence créole, 1 200 €. La Cigogne, 900 €. Main droite, main gauche, 500 €. Opération loisir, 600 €. Pétrole bande, 500 €. Gommier tradition, 1 100 €. Harmonie Lamantinoise, 1 000 €. Swing Caraïbe 972, 700 €. La commission réunie le 17 novembre 2021 a donné un avis favorable pour l'attribution des subventions de fonctionnement aux associations culturelles de montant de 13 700 € pour la deuxième tranche. La dépense sera imputée à la ligne budgétaire inscrite ci-après. Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur l'attribution de subventions de fonctionnement aux associations culturelles deuxième tranche. Merci. Et la parole, si vous souhaitez intervenir. Il n'y a pas d'intervention, nous votons. Quels sont ceux qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci, collègues. On passe à Maëlle Bourgeois, CCJL au stade Anasège. Merci, monsieur le maire. Donc, il s'agit de l'annulation de la DCM 21/06-01 du 29 juillet 2021 relative à la participation d'une délégation du Conseil de jeunes aux 30 ans de l'Association nationale des conseils d'enfants et de jeunes, donc l'ANASEJ. Les conseils d'enfants et de jeunes prennent place dans un contexte de participation des habitants à la vie locale et représentent l'opportunité d'un dialogue en direct entre jeunes et élus locaux. La mandature actuelle du Conseil de jeunes a dû faire face à plusieurs interruptions dans son fonctionnement, donc élections municipales puis crise sanitaire. À 1 an de la fin de cet engagement citoyen, il convient de donner un nouvel élan au dispositif afin de maintenir une motivation indispensable à la dynamique individuelle et collective du groupe. À l'occasion des 30 ans de l'ANASEJ, le Conseil de jeunes a reçu une invitation de cette association nationale qui promeut depuis 3 décennies la participation des enfants et des jeunes. Il s'agit là d'une opportunité de donner un second souffle à la promotion en cours. En effet, rencontrer d'autres jeunes inscrits dans la même dynamique citoyenne que consiste un véritable moment fort dans la vie d'une instance de participation. Aussi, la commission jeunesse du 5 juillet 2021 a validé la participation d'une délégation de jeunes à cet événement organisé à Arras en octobre dernier. Le budget prévisionnel initial prévoyait une contribution financière conjointe des parents et de la ville. Cependant, suite aux différentes incertitudes liées à la dégradation de la situation sanitaire du mois d'août et de septembre, cette action paraissait compromise, ce qui a nécessité d'attendre pour la valider définitivement. Afin d'éviter de solliciter les parents au dernier moment,
Les élus de la commission ont décidé d'exonérer les parents de leur participation estimée à 1 303 € aux frais relatifs à ce déplacement, ce qui modifie le montant de la participation de la ville. Donc, la commission émet un avis favorable à la prise en charge sur la ligne dédiée 011 61 88 422 40 03 239 d'une participation de la ville désormais de 4 490 € au lieu des 3 187 € initialement prévus par le budget prévisionnel présenté au conseil municipal du 29 juillet 2021. Donc, cette somme est disponible sur la ligne dédiée aux actions du conseil de jeunes pour l'exercice 2021. Le conseil municipal est invité à se prononcer sur l'annulation de la DCM 21/06-01 du 29 juillet 2021 et aussi sur l'augmentation de la participation de la ville à hauteur de 4 490 € au lieu de 3 187 €. Merci. Vous avez des remarques ou des questions à ce sujet? Oui. Juste une observation, parce que pour moi, c'est l'occasion de revenir sur l'intérêt du Conseil consultatif des jeunes, qui apporte beaucoup et qui permet aux jeunes en fait, de s'intéresser à la chose publique et qui leur donne en fait, aussi, qui leur montre l'intérêt de la citoyenneté. Par les temps qui courent, c'est quelque chose d'important de faire corps avec la société et de s'intéresser. Et je trouve que c'est d'autant plus intéressant aussi pour les jeunes parce qu'ils développent des compétences. Ils font de la prise de parole publique, organisation, etc. Et même l'éducation nationale permet de valoriser aussi ces compétences lors aux différents examens. Par exemple, un jeune qui participe ainsi au conseil consultatif des jeunes, il peut valoriser ça pour son bac et avoir des points supplémentaires pour une option facultative pour le bac. Donc, c'est intéressant et il faut vraiment qu'on perdure et il faut, à la limite, développer ça davantage. Même si tout le monde ne peut pas participer au conseil consultatif, mais en fait, de mailler un peu le territoire avec des opérations dans les quartiers, quoi, pour inciter les jeunes à participer. Hein. Ok, très bien. Raoul Olini. Je partage totalement ce que vient de dire Vétro. On a eu l'occasion de travailler ensemble au niveau de la commission jeunesse. Je crois que c'est fondamental, ce travail-là. Il est un travail de profondeur pour faire en sorte, effectivement, que ces jeunes-là se construisent correctement. Mais ce dispositif, pour ceux qui sont passés par là, ont bien compris que j'ai envie de dire que c'est un dispositif magique parce qu'ils sortent de là transformés, ils acquièrent suffisamment de connaissances pour se verticaliser. Mais un travail est fait, c'est juste à titre d'information. Personnellement, je suis en contact avec la délégation nationale de la NACEJ pour faire en sorte qu'on aille plus loin que le regard favorable quand un jeune est passé par ce dispositif, puisque c'est vrai que l'éducation nationale a ce regard très favorable sur l'engagement des jeunes. Et là, nous sommes en train de voir dans quelle mesure ça pourra rentrer dans les parcours de qualification quand il y a des jeunes qui cherchent à valider leurs acquis, que ça soit véritablement quantifié comme étant une bonification de parcours de vie. Oui, c'est très intéressant et je pense qu'on est extrêmement concordants sur le sujet. Je pense qu'il faut qu'on harmonise nos actions ici comme auprès de la NACEJ pour valoriser ces points-là. Je rappelle que c'est aussi le cas déjà pour les élus seniors, puisqu'il y a une validation des acquis qui est proposée aux élus dès lors qu'ils ont rempli une certaine mission sur un certain temps dans une collectivité. Ils peuvent valoriser tout ce travail-là par la VAE. Eh bien, si ça peut aussi être le cas pour les jeunes, et je pense que ça doit l'être encore plus parce qu'il y a cet effort d'apprentissage et d'acquisition de valeurs citoyennes extrêmement puissantes. Moi, je soutiendrai parfaitement cette disposition-là. Je ne peux pas aller plus loin. Et ça peut permettre à nos jeunes d'accéder à des qualifications supplémentaires ou à des positions, des ouvertures beaucoup plus larges dans la perspective professionnelle de demain. Moi, je soutiens toutes ces actions-là en faveur des jeunes. On n'aura jamais trop fait pour la jeunesse, à mon avis. Donc, je pense
Tu disais tout à l'heure que tu étais en contact avec les instances nationales, mais si tu as besoin que la ville du Lamentin soit aussi partie prenante de cette démarche-là, ainsi que d'autres collectivités qui ont aussi des conseils de jeunes, je pense que là, il faut vraiment qu'on fasse corps, qu'on fasse bloc, que la Martinique puisse porter cette idée-là. Et bien, si la Martinique peut, à l'échelon national, transformer les choses, ça sera très bien. Tu veux reprendre la parole? Juste rajouter simplement, et je suis là, on est dans notre rôle, on se mettait ensemble pour ceux qui viennent derrière nous puissent trouver un chemin relativement défriché. Juste dire que le travail que je fais, c'est dans un cadre professionnel, mais le travail que je fais, c'est un travail justement de débroussaillage une fois que les choses seront véritablement stables. Je vais consulter à la fois le Lamentin et d'autres territoires qui font en sorte que la jeunesse prenne leur place dans la société. On ne peut pas agir seul. Dès lors qu'on parle de jeunesse, qui est une vraie transversalité dans la vie sociale, on ne peut pas agir seul. Donc, je partage ce point de vue qu'il faut qu'on mette nos compétences en commun et nos possibilités en commun pour être plus forts. J'avais bien compris que c'était dans un cadre professionnel. Mais j'ai voulu préciser. J'ai voulu préciser. C'est très bien. Moi, je pense que c'est très bien. On peut s'accorder sur ça et faire vraiment bloc les autres martiniquais sur le sujet. C'est très bien. Ouais. C'est d'autant plus qu'il y a de plus en plus de communes qui craignent leur conseil. Ouais. D'ailleurs, si je peux me permettre, Monsieur le maire, d'ailleurs, pour l'information au conseil municipal, nous avons été invités la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, au conseil, à la mise en place du conseil de jeunes du Diamant. Ouais. Voilà. Donc, nous y sommes allés, nous y étions. C'est la semaine dernière, nous y étions. Trois-Îles aussi. Vous avez besoin d'expertise. Ouais. Trois-Îles aussi. Écoutez, nous allons voter ça. Il s'agissait pour le dossier de soulager les parents et de prendre en charge donc, sur le compte de la mairie la contribution des parents. Donc, je pense qu'il n'y aura pas d'opposition. Quels sont ceux qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci, collègues. Je passe ensuite la parole à Cadignan concernant la contribution sportive. Oui. Attribution d'une subvention d'équipement à l'association Sporting Club Lamantinois pour la rénovation de la toiture de leur siège. Le Sporting Club Lamantinois, association loi 1901, créée le 10 janvier 1951, a son siège dans un ancien bâtiment situé à la rue Pierre-Zob d'Akitman, au quartier Bas-Mission, qui nécessite à ce jour une réhabilitation de sa toiture. Ce bâtiment vieux de 30 ans est répertorié dans le plan communal de sauvegarde de la ville comme centre d'hébergement pour les habitants de Bas-Mission et de Fourachaud en cas de sinistre. De ce fait, l'association sollicite la ville pour un soutien financier afin de faire face à cette dépense. Au vu de son usage, de la nécessité de le mettre aux normes et de procéder au plus vite à la réfection de la toiture du siège, il a été proposé une aide financière d'un montant de 141 432,32 € sur la base d'un devis de l'entreprise TIM Travaux Industriels Martiniquais, contactée par la Direction générale des services techniques. Donc, il a demandé au conseil municipal de se prononcer sur l'attribution d'une subvention d'équipement pour un montant de 141 432,32 € au profit du Sporting Club Lamantinois pour la réfection de la toiture du siège répertorié comme centre d'hébergement pour les habitants de Bas-Mission et de Fourachaud. Merci. Est-ce que sur cette question, il y a sur ce dossier, il y a des questions, des remarques? Il n'y en a pas? Bien, mais, monsieur le maire, il y a pas un plan gouvernemental pour aider pour les plateaux sportifs, en fait, tous les équipements sportifs? Ouais. Si, mais ils ont présenté le dossier. Ça, c'est une partie du dossier. Oh, je rappelle que le siège du Sporting est un siège qui a plus de 30 ans, et qui a été réalisé en coup de main à l'époque.
donc qui n'avaient pas été réalisés dans toutes les règles de l'art, et quelquefois avec des reprises, etc. Ils présentent un certain nombre de grandes difficultés, de lacunes. Il y a la toiture, il y a toute la distribution électrique qui est complètement pourrie, il y a la distribution en eau qui est aussi cassée, il y a les dispositions d'accueil du public puisque c'est un ERP. Il faut donc des dispositions précises sur les évacuations, les secours, les inspecteurs, etc. La qualification aussi pour les visiteurs handicapés, tout ça, ça n'existe pas ou c'est défectueux. Donc, il y a le carrelage qui est défectueux, la partie hébergement dont le plancher est complètement pourri. Donc, il y a beaucoup de choses à réaliser sur cet équipement. Et le Sporting est un projet global. Et nous avons souhaité aider le club sur ce qui est prioritaire, c'est la toiture. Donc, la toiture, c'est un des éléments du dossier global. Et c'est une part, c'est pas le total. Mais il est très clair que si la toiture n'est pas réparée dans l'urgence, nous serons contraints de déposer la fermeture du site. Et on mettrait le club en très grande difficulté. C'est la raison pour laquelle nous avons reçu le Sporting à ce sujet. Nous allons les accompagner. Nous avons fait nos services techniques. On réalise un diagnostic total de la structure avec le chiffrage. Ça a constitué un vrai dossier d'état des lieux. Donc, le Sporting commence les travaux et nous accompagnons ce club qui est un club emblématique de la ville du Lamentin. Mais c'est aussi pour nous l'occasion de contribuer à la rénovation d'un équipement que nous utilisons aussi dans le plan global des secours municipaux. C'est pour ça que notre participation est aussi active, pas que pour ça, mais c'est aussi parce que c'est un club, il faut l'aider. C'est pourquoi je disais la dernière fois que la subvention que nous donnons aux associations est une subvention de fonctionnement. Mais à côté de ça, nous faisons beaucoup de choses pour les clubs, nous apportons beaucoup aux clubs, nous contribuons sous d'autres formes et c'est pourquoi il est important de conserver pour les clubs le patrimoine qu'ils ont. Le Sporting s'est battu pour avoir le terrain qui n'était pas le leur à l'origine. Ils ont fait l'acquisition, ils ont construit un siège, ils en font un centre d'hébergement avec un centre de profit, de ressources pour le club. Donc il faut aider le club à pouvoir retrouver ses capacités financières et ne pas perdre cet investissement-là. C'est la raison pour laquelle nous soutenons fortement cette... Mais est-ce que ça peut être financé par les subventions Ils ont déjà déposé des demandes. Ce n'est pas nous qui devons, c'est eux. Ah, c'est eux qui vont faire. Ça fait partie d'une contribution de la ville de Lamentin. D'accord, ok. C'est propriété du club. C'est pas nous qui pouvons faire la demande pour et c'est eux qui font. D'accord. Qui contribuent. Voilà. D'autres demandes? Ça va? Bien. Eh bien, je propose que l'on passe au vote. Quels sont ceux qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci, collègues. Je pense que le Sporting sera très, très heureux de ça. Parce que vraiment, il faut en faire face. Alors, oui, je vais faire un petit regroupé sur les 3 dossiers qui suivent. Ce sont des avenants à la Convention pluriannuelle d'objectifs pour décaler de l'an la Convention pour l'ASL, pour l'OCL et pour l'OMSL concernant la relation avec la ville. Donc, il est proposé au Conseil d'approuver par avenant la prolongation de la Convention au 31 décembre 2022 pour les trois structures que je viens de citer, c'est-à-dire l'ASL, l'OCL et l'OMSL. Ça va nous permettre d'enclencher le point suivant qui est l'attribution de subvention de fonctionnement au satellite. Et votons d'abord sur ce point-là. Est-ce qu'il y a des questions concernant la prolongation de l'avenant? Il n'y en a pas, nous passons au vote. Quels sont ceux qui sont contre? Qui s'abstiennent? Les 3 dossiers. Merci, collègues. Nous passons au versement par deuxième. Je passe la parole à Miguel Marilus. Attends. C'est bloqué. Je n'entends pas Miguel. C'est pour ça que viens parce que c'est pour la place de la aide de je disais, monsieur le maire, oui, mais je disais rien. Je disais, monsieur le maire, qu'il s'agissait effectivement du versement de 4/12 des subventions à verser aux différents satellites de la ville. Et tout ceci avant le budget 2022 pour éviter tout désagrément à ces satellites, à ces organismes
qui avaient des opérations en vue. Donc, c'est un exercice de routine que nous faisions chaque année. Et donc, il est demandé au conseil municipal, après que la commission des finances ait approuvé, de valider donc, le versement de ces 4/12e donc, pour l'ensemble de ces satellites et de ces 3 établissements publics. Monsieur le maire, voilà. C'est vrai? Vous avez entendu au moins? Bon, c'est un dossier compliqué. Il s'agit d'avoir la possibilité de pouvoir payer les subventions sur le premier tiers de l'année, puisque le budget n'est pas voté. On peut, sur la base des dotations de l'année 2021, attribuer les 4/12e de l'année qui vient en 2022. Donc, c'est une disposition qui nous permet de payer les 12e de subvention aux satellites. Il s'agit de l'Office de la culture, l'Office martiniquais des sports, l'Office l'OMAS, la Caisse des écoles, le COS, l'ASL, le JPSU et le CCAS. Alors, les montants qui sont là sont basés sur la subvention de l'année dernière. Vous savez les montants que cela représente. Voilà, il nous est donc demandé d'approuver le versement par 12e, les 4/12e de subvention de fonctionnement sur la base de la subvention de fonctionnement de 2021 au satellite que je viens de donner. Voilà, est-ce que vous avez des remarques, des questions? Il n'y en a pas, nous passons au vote. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci, collègues. Toujours Miguel Marius concernant une subvention d'équipement pour l'Office de la culture pour le renouvellement de la sonorisation. Effectivement, monsieur le maire, donc l'Office de la culture a sollicité la ville pour une subvention de 103 614 € pour l'achat de matériel de sonorisation d'occasion dans un premier temps, mais aussi de matériel neuf auprès de l'entreprise, donc labs.com. Bien entendu, la commission de fait a donné un avis favorable et aujourd'hui, donc, la commission des finances aussi a donné un avis favorable. Et aujourd'hui, donc, monsieur le maire, il demande au conseil municipal d'approuver le versement en une fois de cette subvention d'équipement de 103 614 € donc, à l'Office de la culture pour l'achat donc, et le renouvellement de matériel donc, de sonorisation. Voilà, merci. Je rappelle que l'Office de la culture la dernière fois qu'on a activé cette subvention, ça fait à peu près 10 ans. Donc, le matériel est très âgé. Il a été beaucoup utilisé et on l'utilise encore beaucoup. Donc, il est intéressant de pouvoir le renouveler et le changer. D'autant plus que c'est du matériel que nous utilisons pour toutes les manifestations portées par l'Office, mais aussi pour toutes les manifestations, quasiment toutes celles portées par la mairie. Les économies substantielles que nous faisons sont intéressantes. Et donc, il faut permettre à l'Office de se rééquiper. Paolo Ligny. On n'entend pas, mais voilà. C'est bon? Oui, on m'entend. Bon. Ça va? Oui. Je ne peux que dire que c'est une bonne chose parce qu'en fait, j'ai pu voir pendant tant de temps qu'on a loué pendant tant d'années parce que le matériel n'était pas suffisant. Et ça fait un moment que nous avons tenté, le personnel de l'Office, et nous-mêmes, ville, de voir dans quelle mesure faire cette acquisition-là, parce que quand on totalise le nombre de loyers payés au fil du temps, parce que le matériel n'était pas suffisant, et je salue leur boulot, parce qu'ils ont fait souvent les magiciens dans les quartiers et autres manifestations sonorisées par l'Office de la culture. Je crois que là, il faut absolument passer à autre chose, puisqu'on est au 21e siècle passé. Il faut du matériel qui réponde aux normes actuelles, surtout, puisque ceux qui viennent en face, que ce soit artistes ou autres acteurs culturels, ils sont plongés dans les nouvelles technologies. Je crois qu'on n'avait pas franchi le pas au niveau de la ville du Lamentin à ce niveau-là, au niveau de la sonorisation. Et si ça permet de le faire, notre groupe vote favorablement. Et il faut absolument que la ville aussi tire avantage de cet investissement-là subventionné pour le compte de l'Office de la culture. Oui, je voulais rajouter aussi, l'année dernière, quand on avait fait culture en quartier, là, dans les différents quartiers, parfois c'était triste de voir qu'il y avait des artistes de qualité et puis effectivement les collaborateurs avaient du mal à rendre un son de qualité à cause de la vétusté du matériel. Hein. Ils faisaient leur possible, mais c'était parfois compliqué. Et donc, je trouve que c'est une très bonne chose, d'autant plus que je pense qu'on aura un matériel de qualité
même s'il est un peu, pas d'occasion, mais de très bonne qualité compte tenu de l'opportunité qu'on a, quoi. C'est vrai, mais vas-y. En principe, tout le matériel, il y a le matériel d'occasion, c'est qu'il a été déballé, oui, et qu'il y a eu la cessation, mais ce n'est pas tout l'ensemble du matériel. Je crois qu'il y a ceux qui sont emballés toujours, ceux qui ont été déballés, parce que les 9 mai, c'est sur. Il faut bien faire la différence entre le matériel qu'on va pouvoir utiliser de manière optimum pour faire des concerts de bonne qualité, de très bonne qualité. Et puis, il y a des concerts exceptionnels avec de grandes peintures qui justifient du matériel complémentaire. Il est évident que ce n'est pas du matériel qu'on achète en permanence. Il vaut louer ce matériel-là pour ces occasions-là, plutôt que de l'avoir en permanence et de ne pas l'utiliser. Parce que ce n'est pas 100 000 euros qu'il faudrait, c'est 200, 300, 300 000 euros. Mais avec les 100 et quelques mille euros, ça nous permet d'avoir un bon matériel de sonorisation pour nous permettre de faire le programme que nous pensons et d'avoir quand même des prestations de très bonne qualité. De très très bonne qualité. Ce qu'il faut aussi, peut-être qu'on arrive à faire progressivement, c'est de doter l'Office de la culture de 2 sonos. Pourquoi 2 sonos? Parce que quelquefois, nous avons plusieurs manifestations, ça dépend des moments. Et quand la sonorisation est montée quelque part, ils sont obligés de la démonter, aller quelque part, démonter ou remonter là où ils étaient. Bon, ça devient très compliqué parce qu'on a une seule sono de qualité et il y a plusieurs de manifestations et qui sont dans le passé. Donc, progressivement, je pense qu'il va falloir avoir un véritable plan d'équipement pour la régie. Mais là, je pense que c'est du matériel que l'on pourra financer de manière assez intéressante avec nos partenaires. Et la sonorisation aussi des rues de la ville, parce qu'en période de fête comme maintenant, on essaie de sonoriser, mais parfois, comme la qualité n'est pas bonne, ça agace plus les professionnels qu'autre chose. Donc, il faut qu'on trouve un matériel de qualité aussi. Ouais. Bien, je pense qu'on peut passer au vote. Quels sont ceux qui sont contre cette contribution? Quels sont ceux qui s'abstiennent? Merci, collègues. On passe au point suivant. C'est le point relatif à l'Office de sport. Oui, c'est ça. Seulement une subvention de fonctionnement complémentaire à l'Office des sports. Vas-y, Miguel. Eh bien, alors, il s'agit donc de pouvoir accorder à l'Office de sport une subvention pour diverses raisons. En fait, l'Office de sport a fait remonter ses difficultés financières dues en partie au Covid. Et pour cela, il fait remonter un manque de trésorerie de près de 300 000 euros et prévoit donc déjà un résultat comptable déficitaire de 108 000 euros. Alors, l'Office de sport demande à la ville soit de lui accorder 300 000 euros de manque de trésorerie ou encore de couvrir ce déficit prévisionnel du compte de résultat de 108 000 euros. La commission de finances a opté pour le choix des 108 000 euros et aujourd'hui, monsieur le maire, il demande au conseil municipal d'approuver le versement 2022 en une fois une subvention de fonctionnement complémentaire de 108 000 euros à l'Office de sport, monsieur le maire. Voilà. Merci. Des questions? Il n'y en a pas, nous passons au vote. Ils sont contre. Ils s'abstiennent. Merci beaucoup. On passe au contrat local de Miguel Marius. Eh bien, monsieur le maire, alors, il s'agit d'un contrat local de santé dont la ville a initié en 2012. Et donc, les subventions jusque-là ont été versées régulièrement au nom de la ville pour un montant global de 33 000 euros. Et aujourd'hui, donc, la ville rectifie le tir, et demande à l'ARS de faire en sorte que cette subvention soit versée par la délibération du conseil municipal directement au CCAS, puisque c'est le CCAS qui est chargé de mettre en œuvre cette politique de contrat local de santé, monsieur le maire. Alors, il est demandé au conseil municipal d'approuver le versement une fois en faveur du CCAS de la subvention 2020 perçue par la ville dans le cadre du contrat local de santé, d'autoriser le maire à désigner officiellement le CCAS comme l'acteur principal du contrat local de santé et d'approuver le versement en une fois de cette subvention dédiée, monsieur le maire. Voilà. Merci Miguel. Ce sont les choses logiques. Le CCAS est positionné pour porter le contrat local de santé, donc le CCAS doit bénéficier des contributions qui y sont liées. Donc, c'est quelque chose d'assez simple. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions? Il n'y en a pas. Je propose que l'on approuve les deux points
approuver le réarmement du CCAS et ensuite d'autoriser le maire à désigner officiellement le CCAS comme acteur principal du contrat local de santé. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Je passe la parole à la présidente de l'ASL, Mme Claire Tunan, elle est là, concernant les informations sur les comptes de l'ASL. Elle est là. Elle est là? Oui, elle est là. Claire Tunan fait. Oui. Oui, bonsoir. Très bien. Bonsoir, Claire. Bonsoir. Vous m'entendez? Parfaitement. D'accord. Donc, comme j'avais vu que c'était Virginie Mian, donc je lui laissais le soin de le faire. Non, mais c'est toi qui es présidente. Non, sur le rapport, j'avais lu Virginie Mian. Alors, du coup, non, mais c'est pas grave, je suis là. Bon, ma voix un petit peu. Non, mais c'est bien, c'est bien. Alors, ce sont les informations sur les comptes financiers 2020 de l'ASL. Alors, comme l'exige la réglementation, il s'agit de porter à la connaissance de l'Assemblée délibérante la dernière situation financière connue de certains satellites municipaux et autres partenaires qui reçoivent une subvention communale de plus de 100 000 € et ou au sein desquels des élus municipaux sont membres de leurs instances dirigeantes. L'exercice 2020 de l'ASL se termine par un excédent de 2 179 € contre un résultat négatif de 145 353 € en 2019. Pour apprécier d'une part l'activité 2020 de l'ASL et d'autre part l'organisation de cette association, il convient de noter que le rapport d'activité, les comptes annuels et la liste des membres du conseil d'administration ainsi que l'organigramme sont joints au présent rapport. Pour compléter l'information sur l'association Solidarité Lamantinoise et comme l'exige la réglementation, il convient de noter d'une part le total brut annuel des trois rémunérations les plus importantes de 147 145 € et d'autre part qu'il n'y a pas d'avantage en nature. Pour mémoire, la ville a versé une subvention identique de 380 000 € à l'ASL pour les exercices 2020 et 2019. La commission émet un avis favorable pour la présentation des comptes financiers 2020 de l'ASL. Donc, il s'agit aujourd'hui d'une information donnée au conseil municipal sur la situation financière 2020 de l'ASL. Voilà, monsieur le maire. C'est une information. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y en a pas. Nous considérons que cette information est passée. Merci, Claire. Je t'en prie. Merci. Ensuite, je présente le financement de l'Agence nationale de cohésion des territoires, la NCT, sur le poste de directeur de projet Action Cœur de Ville. Alors, les services de l'État nous ont fait connaître en octobre la possibilité de financer pour l'année 2021 le poste de directeur de projet Action Cœur de Ville par l'Agence nationale de cohésion des territoires. Le dossier a été réalisé, a été transmis dans les délais très contraints au secrétariat aux affaires régionales, la préfecture. Et le 29 novembre dernier, la ville a reçu la convention qui formalise l'attribution d'une subvention de 40 000 € pour cofinancer le poste de directeur de ACV. J'ai donc demandé au conseil municipal d'autoriser le maire à signer la convention pour nous permettre de bénéficier de ces 40 000 € pour financer ce poste. Ce n'est pas plus compliqué que ça, c'est une opportunité qu'il faut saisir. Donc, si vous avez des remarques, je réponds tout de suite. Et je pense qu'il faut qu'on invite sur ça. S'il n'y a pas de remarques, nous passons au vote. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci, collègues. Gestion administrative et paie, je passe la parole à Omer Mioté concernant la détermination des ratios pour les catégories A, B et C de la ville. Merci, monsieur le maire. Alors, la loi du 453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale modifiée par la loi 2007-209 du 19 février 2007 dispose dans son article 49 que le nombre maximum de fonctionnaires appartenant à l'un des cadres d'emploi ou corps régis par la présente loi, à l'exception de celui des agents de police municipale pouvant être promus à l'un des grades d'avancement de ce cadre d'emploi ou de ce corps, est déterminé par l'application de taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions
les conditions pour cet avancement de grade. Le taux de promotion appelé ratio est fixé par l'Assemblée délibérante après avis du comité technique. Analyse. Pour fixer le ratio, l'Assemblée délibérante a le choix entre les options suivantes. 1. Envisager que l'ensemble des agents soient nommés, le ratio devrait être fixé à 100%. 2. Ne procéder à aucun avancement, le ratio devrait être à 0, ou procéder à des avancements mesurés compris entre 0 et 100. Le comité technique du 22 novembre a consulté pour des auxiliaires de périculture solide de 13% et 50% des agents techniques première classe au lieu de 28,57. Il s'ensuit, après débat, qu'il s'ensuit un vote a été à l'unanimité, moins 2 abstentions concernant le procédé des avancements mesurés entre 0 et 100%. Il est demandé au conseil municipal, les membres du conseil municipal sont invités à se prononcer sur la déterminante des ratios comme suit. Alors, vous avez le tableau. Vous avez le tableau, je pense que tout le monde l'a regardé un peu. Alors, pour cet avancement de grade, le nouveau parcours professionnel carrière et rémunération qui est appelé le PPCR, qui a appelé le 2017, prévoit le nombre d'attachés aux classes en position d'activité ou de détachement dans la collectivité, le PEC des 10% de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux c'est de la collectivité. Voilà, c'est un truc que nous faisons pratiquement chaque année. Chaque année, nous sommes restés sur le même principe. Voilà. Effectivement, les moyens que nous avons et l'examination des ratios sont là avec les filières administratives, techniques, sociales, culturelles, animation, police. Voilà. Donc, je vais vous demander de nous prononcer sur les ratios. Sur ce point-là, il y a des remarques. Le CT l'a voté à l'unanimité, moins 2 abstentions. Quelque chose de consensuel et qui fait preuve de volonté de la ville de toujours poursuivre le travail social et l'avancée de carrière des agents, en fonction de nos moyens, évidemment. Tout ça, ça inclut. S'il n'y a pas de question, on passe au vote. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci, collègues. Nous passons au point suivant, toujours au même noté, le rapport social unique. Alors, le rapport social unique appelé le RSU, c'est l'ex-bilan social de la ville. L'article 5 de la loi du 29, la loi du 2019, 828 du 6 août 2019 prévoit dès l'année 2021 l'entrée en vigueur dans la fonction publique territoriale du rapport social unique, appelé RSU, en remplacement du rapport sur l'état de la collectivité, et plus conformément appelé bilan social. Le RSU constitue une obligation légale en vertu de l'article 5 de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 qui a modifié l'article 33, en précisant que toutes les collectivités et établissements publics sont soumis à chaque année à cette obligation. Ce rapport remplace les rapports suivants: le rapport sur l'état de la collectivité, le rapport sur l'égalité professionnelle entre hommes et femmes, le rapport sur l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Par ailleurs, le décret 2020-1493 du 30 novembre 2020 relatif à la base actualisée de données sociales et au rapport social unique dans la fonction publique est entré en vigueur le 1er janvier 2021. Dans l'attente de la mise en place des comités socio-territoriaux et pendant cette période transitoire, le RSU est présenté au comité technique compétent. Ce décret subsidiaire définit les modalités d'élaboration des rapports sociaux uniques et des bases de données sociales au cours de cette période transitoire. Il en précise le périmètre, la portée, le contenu et les règles de la mise à disposition et de confidentialité de la base des données sociales et du rapport social unique. Ce rapport rassemble les éléments et données à partir desquels sont établies les lignes directrices de gestion qui permettent aux employeurs publics de formaliser leur politique de gestion des ressources humaines. Compte tenu de la période transitoire, les indicateurs sur 2020 sont identiques à ceux du rapport sur l'état de la collectivité en 2019.
Le RSU est élaboré à partir d'éléments contenus dans la base de données sociales, emploi, recrutement, parcours professionnel, avancement, promotion interne, formation, rémunération, santé et sécurité au travail, organisation du travail, amélioration des conditions et de la qualité de vie. Au travail, égalité professionnelle entre hommes et femmes et les hommes handicap, action sociale et protection sociale, dialogue social, discipline. Ces données sont présentées par sexe. Elles peuvent être également selon les critères liés à l'âge, la filière, au statut d'emploi, à la catégorie hiérarchique, au grade, à la zone hiérarchique d'affectation et selon la situation de handicap des agents concernés. Le RSI permet d'analyser et de comparer la situation de l'emploi au sein de la collectivité, mais également de mettre en œuvre des mesures relatives à la diversité, à la lutte contre la discrimination et à l'insertion professionnelle. Par exemple, réduire l'écart de rémunération entre hommes et femmes ou encore l'augmentation d'embauche des personnes en situation de handicap. En pratique, les données transmises via un portail numérique sont recueillies par le centre de gestion qui transmet ces dernières à la préfecture ainsi qu'à la direction générale des collectivités territoriales. Il publie également une synthèse des données sur l'état des collectivités de la Martinique. Il convient par ailleurs de rappeler les étapes d'élaboration du RSU, ouverture de l'application de saisie du RSU, transmission du RSU au centre de gestion au moyen de portail numérique mis à disposition de la collectivité par celle-ci. L'autorité transmet aux membres du comité technique par mail la base actualisée de données sociales ayant servi à l'élaboration du rapport. Présentation du RSU aux membres du CT. Cette dernière donne lieu à un débat sur l'évolution des politiques des ressources humaines. L'avis du CT dans son intégralité doit être soumis à l'Assemblée délibérante suivant l'article 9 du 30 novembre 2020 relative à la base de données sociales et au rapport social unique dans la fonction publique qui stipule que dans les collectivités territoriales et les établissements publics, l'avis du comité social territorial est transmis dans son intégralité à l'Assemblée délibérante. Le RSU doit être rendu public par l'employeur, soit 60 jours après la présentation au CT et au plus tard avant la fin de la période annuelle suivant celle à laquelle il se rapporte, soit au 31 décembre 2021 pour cette année. Les collectivités et établissements doivent assurer la publicité du RSU via leur site ou à défaut par tout autre moyen de diffusion. Pour rappel, le RSU de la ville de la Montagne a été présenté au comité technique paritaire du 22 novembre 2021. Mémoire, la présentation RSU aux membres du CT donnant lieu à un débat sur l'évolution des politiques des ressources humaines. Les observations suivantes ont été formulées. Avancement 2020, les éléments figurant RSU 2020 concernant les avancements qui ont eu lieu en 2021, soit en effet en 2020, la base des données procédée à la requête en fonction des dates et fait des avancements, la pyramide des âges, le format retenu pour le RSU n'est pas suffisamment détaillé, une visibilité sur le personnel vieillissant permettant d'être proactif. Cette pyramide permet de mettre en route le projet de renouvellement du personnel et en lumière les agents qui partiront à la retraite. L'administration a débuté une étude sur ce volet, l'objectif étant d'anticiper les départs à la retraite et de prévoir le remplacement de l'encadrement vieillissant notamment. Proposition ou avis, les différentes étapes ayant été suivies par les membres du conseil municipal sont invités à se prononcer sur le rapport RSU. Très bien, merci. Vous avez des remarques sur le dossier, oui? En fait, on n'a pas le rapport, ni la synthèse du rapport, ni les crédits. Voilà. On n'a rien. On va voter quelque chose sans avoir d'informations. On nous donne des éléments d'étape, mais on n'a pas le résultat. C'est bien ce que je constate. Ouais. Pourquoi le dossier n'a pas été joint au dossier? Il n'y a pas d'annexe. Oui, mais il fallait faire une synthèse. C'est ça. Non, c'est la synthèse qui est là.
Mais là, ce n'est pas la synthèse. Présentation et une petite synthèse avec les pratiques. Ouais, c'est ça. Pas suffisant. On est obligé de on peut s'engager. Non, mais c'est ça. On peut faire. On n'entend pas, on n'entend pas. Il faut s'engager à transmettre le dossier. Ah ouais. Nous n'entendons pas, on entend boire, mais on ne comprend pas ce qui se dit. Je vais aller répéter. Là, il y a une petite synthèse qui a été effectuée là, elle est insuffisante, à mon avis. Tu m'entends là? Elle est insuffisante. Oui, j'entends. Voilà, ce que je propose, c'est qu'on fasse une synthèse plus élaborée de ce document qui est extrêmement épais et que l'on l'envoie dès cette semaine, avant la fin de la semaine, à tous les élus. C'est le contenu des points essentiels, des points clés, avec les diagrammes, les photos, les machins, mais un truc qui tient en 10-12 pages, 10 pages. Ah oui. Le RSU, il est vraiment considérable, mais il faut que les élus aient les éléments de référence, les éléments clés qui correspondent à la situation, au bilan social de la parlementaire. Il faut qu'ils aient un document sur ça. Donc, c'est ce que je propose que l'on fasse, c'est qu'on puisse transmettre à tous les élus ce document avant la fin de la semaine. Par exemple, Monsieur le maire, quand on parle de pyramide des âges, ça veut dire qu'il y a des personnes qui vont partir à la retraite. Peut-être qu'il faudrait les remplacer. Donc, il faut déjà prévoir, d'où l'intérêt de l'action menée avec la MILSEM vendredi dernier, où il y a eu des jeunes embauchés déjà, entre autres. Ouais. C'est ça. Il faut avoir une gestion dynamique. Mais oui, il ne s'agit pas de remplacer tous ceux qui partent. Mais non. Mais il faut savoir précisément où on va. Et justement, l'analyse de la pyramide des âges avec le détail précis de ceux qui partent, de leur âge, etc. Au moment où ils vont partir et des postes, surtout qui seront libérés, ça c'est très important et ça peut nous permettre justement une évolution de carrière pour les agents qui sont déjà avec une bonne expérience, qui progressent et qui remplacent les collègues qui s'en vont. Et puis en même temps, ça nous permet de choisir le niveau de recrutement que l'on souhaite, le poste que l'on souhaite. La transmission. Voilà, ce que l'on veut remplacer, une gestion, c'est ça, une gestion du personnel, ce que l'on souhaite remplacer ou ce que l'on ne souhaite pas remplacer, pour nous permettre d'avoir du souffle financier, parce qu'il est évident que nous aurons dans les 2, 3, 4 ans, près de 200 agents qui vont partir. C'est une masse très importante. Est-ce qu'on va tous les remplacer? On aura des choix à faire, des choix stratégiques, mais aussi des choix de promotion interne, parce qu'il faut aussi permettre la promotion interne, que les agents qui sont là depuis longtemps arrivent à accéder, parce qu'ils ont la connaissance des services, à accéder à des postes de responsabilité. Donc, il faut pouvoir jongler sur les deux. Moi, je dis qu'il est très important que tous les élus aient ce document-là. C'est pourquoi je demande au directeur général de faire une synthèse. Le document existe, il est là. Et de le transmettre à tous les élus intégrés. C'est très intéressant. C'est ça. Parce qu'effectivement, on va voir s'il y a des formations, si les personnes sont formées, si elles peuvent être promues. Ouais. Si, par exemple, les accidents de travail. Aussi. Ouais. On veut dire que ça allait permettre la préparation. C'est ça. Bon, très bien. Sous réserve de la transmission de ce document à tous les élus avant la fin de la semaine, je pense que l'on valide ça parce qu'on a la date butoir de la fin de l'année. Donc, il faut bien qu'on valide quelque chose, mais sous réserve de la transmission de ce document à la fin des élus. D'accord? Quels sont ceux qui sont contre? S'abstiennent? Merci, collègues. Ensuite, toujours ouvert noté concernant la mise à disposition de Philippe Chollet. Ça prend un petit peu de temps. Non, ça me dit un souvenir. C'est quelque chose qui vient quand même assez souvent devant le conseil municipal, c'est la mise à disposition de M. Philippe Chollet auprès du centre d'action communal, le CCS. Dans le cadre de la restructuration du CCS qui récupère la compétence logement, l'organigramme évolue avec la création de pôles supplémentaires, le pôle urgence, le pôle logement, habitat, et dans ce cadre-là, le recrutement d'un responsable du pôle a été nécessaire. Monsieur Philippe Chollet, employé de la ville de Lamantin, a émis un souhait de mobilité. Cette opportunité s'est présentée et a recueilli l'avis favorable
de la présidente du CCAS et du maire par rapport au profil de l'intéressé. Les missions principales dévolues à ce poste sont les suivantes: assurer la coordination du pôle, manager l'équipe des services associés, de demande de logement, gestion des logements de transit, accompagnement à la sortie de l'indivision, accompagnement à l'amélioration de l'habitat. Les activités principales consistent à participer à la définition et la mise en œuvre de la politique locale de l'habitat, piloter les dispositifs d'amélioration de l'habitat, piloter les dispositifs en faveur de l'accès et du maintien dans le logement, créer et animer le réseau des acteurs locaux et l'habitat. Les activités transversales. Les activités transversales aident à la décision et la mise en œuvre des œuvres d'orientation d'une politique publique, élaboration, suivi, contrôle budgétaire et financier, gestion administrative des ressources humaines, organisation et mise en œuvre des dispositifs d'évaluation et de démarche qualité, contrôle de la qualité des services rendus. Ainsi, en référence du décret du 8 octobre 1985 modifié relatif au régime de mise à disposition des fonctionnaires territoriaux, la ville du Lamentin met à disposition du CCS M. Philippe Chollet, animateur territorial, afin d'exercer la mission de responsable du pôle logement habitat. Cette mise à disposition qui intervient dans le cadre d'une convention entre la ville et le CCS est conclue pour une durée de 3 ans, soit du 1er février 2022 au 31 janvier 2025. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur la mise à disposition de M. Philippe Chollet auprès du CCAS pour une durée de 3 ans, de donner à M. le maire pour pouvoir pour la signature de la convention de mise à disposition. Merci, collègue. Je mise à disposition de M. Chollet au CCAS dans le cadre de la restructuration du CCAS et positionnement du pôle social. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette mise à disposition? Oui. Juste pour savoir, ça veut dire qu'en mairie, toute la partie logement est transférée au CCAS. C'est déjà le cas. J'ai reçu les agents la semaine, 3 semaines de ça. C'est le cas puisque ça correspond à la réforme des politiques publiques que nous avons entamées. Nous avons concentré sur le pôle social du CCAS un certain nombre de dispositions qui concernent tout le volet social, y compris donc le logement social. Ainsi, les agents qui étaient sur le logement social qui dépendaient de la DGA de Mme Lepéo passent au CCAS. Si M. Chollet va renforcer l'équipe, de même que les agents de l'OMAS qui étaient sur le volet social, les assistants sociaux et tout ça, intègrent aussi l'OMAS sur le volet accompagnement social. Donc, le CCAS monte en puissance, mais correspond à cette stratégie de redéfinition de l'action sociale et de son repositionnement. Et le CCAS devient le pivot de cette action sociale de manière générale. Et ce sont des choses qui se passent dans de bonnes conditions. Nous avons reçu des agents à la fois ceux du logement comme ceux du CCAS. Nous avons un apport extrêmement favorable et ça se passe dans de bonnes conditions pour l'instant. Donc, à titre d'information, si quelqu'un me pose une question, je l'envoie au CCAS. Le guichet social sera là. Voilà. Donc, nous passons au vote. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci, collègues. Point supplémentaire dont on a parlé tout à l'heure, Yannick Etienne-Note qui va présenter la mise en place du dispositif réseau écoute aide et appui à la parentalité, au relais pour l'assistance maternelle et lieu d'accueil enfants-parents. Donc, ça s'appelle REAP, RAM et l'AEP. Je te passe la parole. Son micro. Il faut ouvrir son micro. Il faut ouvrir ton micro, Yannick. Il est ouvert. Voilà. Merci. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Alors, la RAM, je rappelle que c'est le réseau des assistantes maternelles et le LAEP, ce sont les lieux d'accueil enfants-parents. Donc, ça fait partie du dispositif parentalité de la ville.
Alors, le réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents est un dispositif national dédié à l'échelle de la Martinique par l'État pour soutenir les parents dans leurs fonctions éducatives. Donc, la CAF lance chaque année un appel à projet. Et pour le centre, c'est la CACEM qui coordonne les moyens techniques et financiers pour la mise en œuvre des actions relatives au soutien parental. Donc, les projets portent les parents au cœur de l'action et font l'objet d'une étude en comité technique, mais aussi pour la labellisation, mais aussi il y a un comité de financeurs pour le financement. Donc, la ville de la Montagne a répondu à cet appel à projet et nous répondons sur 3 grandes typologies d'actions. Les activités et ateliers partagés parents-enfants, les conférences débats et les groupes d'échange et d'entraide entre parents. Donc, le thème choisi, retenu par la ville du Lamentin, c'est la parole au cœur de la fonction parentale, écouter, discuter pour agir. Donc, les thèmes... Mme Cassidy. Voilà. Alors, les thèmes, je peux continuer? Oui, vas-y. Voilà. Les thèmes retenus par la ville du Lamentin, alors pour les crèches de Palmis-Thébourg, ces crèches se sont associées et ont mis en place une conférence débat qui s'appelle « Comment dire non à un enfant ». Cette conférence débat se tiendra en janvier 2022. Toutefois, la crèche de Pelletier et Gondot ont déjà mis en place leur conférence débat. Alors, il faut souligner que dans un premier temps, ces conférences devraient être tenues en présentiel, mais à cause de la crise, nous avons dû les faire en visio. Donc, la crèche de Pelletier a fait une conférence autour des émotions des enfants et la crèche de Gondot, les effets numériques et les addictions. Donc, ça a eu au mois de décembre. En septembre, la crèche de Croix-Rivière a présenté une conférence débat, la rentrée en maternelle. Et d'ici février, nous aurons la crèche de Belém qui présentera une conférence débat, la bientraitance. Donc, nous espérons que d'ici là, nous pourrons la tenir en présentiel. Voilà. Donc, juste, je peux revenir aussi sur le budget. Le budget, il n'apparaît pas sur la note, mais vous parlez un peu du budget. Le budget pour les 3 actions s'élève à 24 838 €. Nous avons reçu une subvention de la CAF de 12 000 €, une subvention de la CACEM de 2 900 €, alors pour un montant total de 14 900 €. Cette subvention paie essentiellement les prestations. Donc, le prestataire, la ville du Lamentin, contribue à 10 000 €, mais nous considérons que ces 10 000 € correspondent au salaire, la mise à disposition des locaux. Voilà, donc la commission petite enfance, a émis un avis favorable. Il est demandé au conseil municipal de donner délégation à monsieur le maire pour la signature de la convention. J'en ai terminé. Merci Yannick. Est-ce que sur ce point concernant ces projets d'animation et de fonctionnement des crèches, vous avez des remarques? J'aime bien la thématique, comment dire non aux enfants. Ah oui, c'est important, c'est l'éducation. Alors, je voulais rajouter, malheureusement, nous n'avons pas pensé à diffuser vraiment ces informations, nous n'avons pas communiqué sur ces conférences débats, mais nous nous rendons compte que ce sont des échanges vraiment formidables avec à peu près une trentaine de participants. Donc, nous n'avons étendu que sur les 6 crèches de la ville. Donc, nous essaierons pour le mois de janvier et février, les prochaines conférences, d'étendre à la population, faire une autre communication. Nous pensions en fait que les moyens techniques ne nous permettraient pas d'accueillir beaucoup et on se rend compte qu'en fait, la ville suit bien, les moyens de la ville sont compétents. Performants, j'aurais dû dire. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des remarques? Juste je vais dire sur le thème, comment dire et faire comprendre ma manière de dire. Ah oui, mais c'est pas très bon. Non, mais ça, très bien. Je vous propose que l'on passe au vote. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci, collègues. Alors, administration générale. Les actes pris par délégation. Je vous parle de 3 actes que j'ai pris concernant les adhésions. Une adhésion à la DUAM, renouvellement de 300 €. Le renouvellement de l'adhésion
au conseil d'architecture et d'urbanisme et d'environnement, CAUE, pour 1 704 €. Et le renouvellement de l'adhésion à l'association départementale de formation sur le logement, la DIL, pour 4 047,10 €. Voilà. Donc, c'est une information. Ce sont des actes que j'ai pris par délégation que vous m'avez donné. Et ensuite, on passe des marchés. Je passe la parole à Louis-Félix Filet. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit d'informer le conseil municipal sur les marchés à date passée selon les procédures formalisées. Les procédures adaptées et les modifications extraordinaires. Par délégation du conseil municipal du 13 décembre 2018 et du 11 juin 2020, le maire a autorisé à passer des marchés à accord cadre de fourniture de services et de travaux, ainsi que des conventions dans le cadre de sa mission de service public dès lors que les crédits sont disponibles. Aussi, en application de l'article L. 2122-23 du Code général des collectivités territoriales, le maire doit rendre compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation. Alors, 2 commissions interviennent dans le cadre de la commande publique. Premièrement, la commission des achats pour les marchés à procédure adaptée qui fait une proposition d'attribution à l'acheteur public, le maire. Deuxièmement, la commission d'appel d'offres, la CAO, qui a une compétence d'attribution pour les procédures formalisées, appel d'offres ouverts ou restreints, procédures avec négociation et dialogue compétitif. Pour les modifications extraordinaires conduisant à une augmentation supérieure à 5% du montant initial du marché, elle émet un avis préalable obligatoire. Vous trouverez en pièce jointe le tableau récapitulant l'ensemble des marchés, accords cadres et modifications extraordinaires passées dans ce cadre. Alors, une synthèse sur la communication sur le marché. Comme à l'accoutumée, la ville fait état de l'ensemble des marchés passés par la collectivité notifiée au cours des mois d'octobre 2021. 3 marchés accords cadres d'abond de commande au marché ordinaire ou appel d'offres. Il se décompose de la manière suivante. Un marché accord cadre de travaux, services concernés bâtiments, pour un montant de 135 201,31 €. 2 modifications de marché, services concernés bâtiments, pour un montant de 3 132,94 €, un autre montant de 1 722,98 €. Puis en conclusion, 3 marchés qui représentent un marché de travaux, 2 modifications. Voilà, Monsieur le maire, c'est une information. Merci. Du conseil municipal. Très bien. Voilà, nous avons cette information passée au conseil, comme d'habitude tous les mois. Nous avons donc terminé le conseil, nous sommes en question diverse. Il y a quelques questions. Ce n'est pas une question, mais je ne sais pas si c'est une proposition. En tout cas, Monsieur le maire, j'ai participé au congrès des maires au mois de novembre. Merci parce que ça a été une expérience nouvelle et j'ai beaucoup apprécié. J'ai rencontré des personnes qui labellisaient les villes pour Terre de Jeux 2024. Et les Jeux olympiques seront à Paris en 2024. Tout à l'heure, nous avons présenté un dossier où on aide une association sportive et le Lamentin possède, enfin, il y a beaucoup d'associations sportives au Lamentin. On a de grands champions aussi au Lamentin. On sait très bien que l'outre-mer fournit pratiquement, enfin, je ne vais pas donner de pourcentage, je ne connais pas, mais fournit des champions à la France. Je trouve qu'en termes de marketing territorial, ce serait vraiment bien que la ville du Lamentin soit labellisée Terre de Jeux 2024, ce d'autant plus qu'il y a très peu de villes d'outre-mer qui se sont positionnées. Et c'est la proposition que je ferais. Est-ce qu'au niveau de la commission sport ou bien au niveau de l'office des sports, est-ce qu'on ne peut pas faire la démarche pour que la ville du Lamentin soit... j'ai eu un contact, hein, donc je peux transférer si nécessaire, soit Terre de Jeux 2024. Moi, je trouve que ça ferait bien et on serait dans tous les outils, tous les supports de communication de Paris, normalement, on devrait y être.
si on est labellisé. Et nous-mêmes, on pourrait mener des actions en ce sens aussi. Hein. Et ça correspond à une question qu'avait déjà formulée Lionel il y a quelques mois. Effectivement, il avait parlé de cette élection. Il faut regarder quels sont les avantages et les inconvénients, ce que ça peut nous rapporter, ce que ça peut coûter. Et pourquoi pas, on est aussi faire de l'histoire. On la matin, donc il faut poursuivre l'idée, faire un dossier, puis ensuite on va l'examiner ici en conseil et avoir l'appui du conseil municipal sur ça. Pourquoi pas, je pense que c'est peut-être en termes de visibilité pour la vie, de perspective pour nos sportifs et d'ouverture. Je pense que ça peut être intéressant. Nous avons dans la présélection pour les Jeux olympiques, il y a quelques lavantinois. C'est le capitaine de l'équipe de France de handball qui arrive en finale des championnats du monde la source, oui. Mais nous, on a des lavantinois. Des jeunes. Des jeunes. Passe la parole à Pierre Adélaïde. Oui, voilà. Alors, oui, voilà, vous m'entendez là? Oui, très bien. Très bien. Oui. Voilà, donc oui. Alors, le conseil municipal dernier, nous avons eu à voter pour la vente d'un terrain municipal pour une SCI au niveau du quartier Mon-Pavillon Basse-Gondo. Voilà-t-il pas au moment où nous passions au vote, il semblerait que les travaux avaient déjà commencé. Donc, c'est mettre à mal un peu les élus parce qu'il me semble que ce n'est pas la règle. Nous prenons des décisions et après les travaux commencent. Après, on peut voir les choses après la décision municipale. Donc, c'est mettre à mal les élus selon les remontées que nous avons eues de quelques administrés. Et puis, la question aussi, c'est de savoir est-ce qu'on a pris en compte un certain nombre d'informations au niveau des administrés, savoir comment ils reçoivent ce bâtiment. Je sais que c'est un bâtiment sportif et de bien-être, d'après ce qui était prévu. Maintenant, est-ce que ça ne va pas générer, il y a des inquiétudes, est-ce que ça va générer de problèmes? On sait, parce que si c'est un terrain acheté, qui a été vendu par un particulier, peut-être que ça n'aurait pas d'incidence. Mais comme c'est un terrain qui est vendu par la municipalité, si on se retrouve avec des problèmes un peu comme le bowling, ce serait un peu dommage pour nous. Donc, il y a une inquiétude en tout cas dans le secteur. Ce serait bien de rassurer les gens et de savoir, voilà. Et puis, le dernier point, c'est qu'il semble que les travaux ont déjà fragilisé la route qui mène l'accès justement au Mon-Pavillon. Donc, la route est un petit peu abîmée. Donc, il faut. Moi, je n'ai pas eu l'occasion de me présenter personnellement sur place, mais il y a lieu que l'on puisse suivre ça pour qu'on n'ait pas de problème avec les riverains et les administrés du secteur. Voilà. Alors, moi, je suis très étonné de ça. Très, très étonné. Le terrain n'est même pas encore vendu. Je ne comprends pas que les travaux soient déjà commencés. Ça m'étonne beaucoup. Je pense qu'il doit y avoir une confusion. Parce que l'opération n'est pas clôturée et je ne comprends pas que les travaux puissent commencer. Parce que pour commencer, il faut déjà un permis. Nous n'avons pas le permis, on n'a pas signé de permis à ce sujet. Donc, je ne vois pas quels travaux pourraient commencer sur ce terrain vendu par la ville. Donc, j'irai voir sur place demain matin, mais ça m'étonne très fortement. Je pense qu'il y a une confusion. D'autre part, si ces travaux génèrent une difficulté sur la voie, nous irons voir ça. Alex, il faut aller voir ça rapidement. Mais en général, quand on délivre les permis et quand ce sont des permis de construire et qui sont sur l'alignement par rapport à la voie, il y a des mesures qui sont imposées pour la construction pour protéger la voie. Donc, nous allons faire le point sur ça. Et enfin, le bowling n'est pas un terrain qui a été vendu par la ville. Le bowling a présenté un certain nombre de difficultés de mise en œuvre et de relations avec les riverains, mais ce n'était pas un terrain municipal et ce n'est pas une action portée par la ville du Lamentin. Et nous avons tout fait pour concilier à la fois les intérêts de cet entrepreneur qui a installé son bowling et la protection et la sécurité des riverains. Nous sommes impliqués sur cette affaire. Mais ça n'a rien à voir avec du point de vue de la vente du foncier.
Maintenant, je vais m'intéresser précisément à cette affaire parce que je ne voudrais pas que ça fasse non plus l'objet d'une querelle ou bien d'une situation politique utilisée à d'autres fins que des problèmes de construction. Les choses sont très claires et je ne veux pas qu'il y ait un amalgame sur cette affaire. Je vais m'en occuper. Et Alex, je te demande d'aller voir dès demain matin sur place cette histoire de la voie. Très bien. Je vous remercie. Oui, pardon. Non, je vous remercie. Ah, je vous remercie parce que, ouais, comme je ne me suis pas rendu personnellement sur place, il vaut mieux que la ville se rapproche, sachant que c'est nous qui sommes dans cette... Oui, voilà. Tout à fait. Tu as raison. Tu as raison. Je vais y aller parce que je ne veux pas qu'il y ait une confusion, quelque chose comme ça, et que surtout les riverains interprètent ça mal, alors que c'est un chantier qui n'est peut-être pas du ressort de la ville. On va s'en occuper rapidement. OK. Paolo Lini. OK. Ton micro est fermé. Dans le même esprit de construction, voilà. Ce matin, je me suis rendu au marché de Noël et profiter un peu des produits locaux et puis surtout voir à nouveau comment le marché du Lamentin est une belle infrastructure et qui participe, on pourrait le dire, les membres de la commission économique à créer du circuit court, à créer une dynamique de centre-bourg, à participer à l'économie de proximité. Par contre, il s'est produit un petit incident. Je me suis aperçu qu'il y a une senior qui a glissé sur un carreau qui s'est désolidarisé du reste. Et ça a fait que d'autres marchands sont venus me voir pour me donner pas mal d'informations sur le fonctionnement du marché. Je ne veux pas aller dans l'à peu près. Je dis simplement que c'est un bel outil. De ce que je sais, j'ai demandé s'il y avait un régisseur placier. On m'a dit que non. Donc, je me suis interrogé sur la quantité de personnes qui se présentent, par exemple, le samedi matin au Lamentin. J'ai compris sur d'autres territoires pourquoi des gens m'ont dit on visite votre commune tous les matins parce qu'en fait, simplement, il y a cette belle publicité qu'on peut venir s'installer à gré au Lamentin pour vendre des produits. À côté de cela, on m'a dit qu'il y avait des travaux de mise aux normes prévus qui jusqu'à maintenant n'ont pas été faits. On m'a parlé de chauffe-eau bouché, de revêtements sécurisés à terre et puis des points d'eau. Tout cela, je le donne en vrac comme ça. Mais ça m'a permis, le temps du retour, le temps que je vienne au conseil, de me projeter et de me dire qu'il y a un fort manque à gagner si l'on veut créer cette belle dynamique que nous appelons tous de notre vœu. Il y a un fort manque à gagner puisqu'on sait que c'est un fonctionnement et que cela peut générer à l'année suffisamment de recettes nouvelles pour faire de l'autofinancement ou de l'autogestion même de ce marché-là. Donc, je pose la question ici, est-ce qu'il y a prévu à court terme la mise en place d'une organisation qui structurait la gestion administrative et financière du marché? C'est-à-dire que c'est pas à force d'avoir essayé aussi. Hein. Donc, c'est vrai que le confinement a peut-être retardé certaines choses, mais toutes les propositions sont là. Hein. Les propositions sont là, il faut qu'on passe à l'acte. Je veux dire d'abord qu'il faut se méfier des opportunistes qui saisissent l'occasion de trouver un élu qui puisse être l'opposition pour... c'est tout, donc il faut se méfier de ça. Je ne voudrais pas qu'on fasse la politique avec tout. Sur le marché, nous avons un service économique qui s'en occupe, puis il y a des élus qui y travaillent de manière professionnelle, et puis il y a aussi une administration avec un responsable que l'on connaît bien, que tout le monde connaît bien d'ailleurs, et qui, depuis quelque temps, fait un certain nombre de propositions. Nous avons plusieurs propositions à mettre en œuvre. La première d'entre elles, c'est l'organisation stratégique du marché avec la mise en place d'une véritable tarification et que cette dernière soit respectée, parce que la dernière n'avait pas fait l'unanimité. C'est pourquoi elle a eu quelques difficultés de mise en place. Il faut peut-être qu'on reprenne les choses différemment et qu'on installe une véritable tarification. J'ai noté que tu as dit que les gens viennent ici parce que c'est gratuit. Bon, moi, si ça peut les attirer de venir ici, même si c'était gratuit et s'il s'agissait de monter quelque part où il n'y a personne, ils ne seraient pas venus. S'ils viennent au Lamentin, ce n'est pas seulement parce que c'est gratuit, c'est aussi parce qu'il y a de la vente. C'est essentiellement pour ça qu'ils viennent au Lamentin. Je ne suis pas sûr que tous les marchés fonctionnent comme celui du Lamentin.
Donc, c'est parce qu'il y a une attractivité sur le centre-ville du Lamentin, parce que le marché a toujours bien fonctionné, que ces personnes-là se battent pour venir au Lamentin. Et je suis convaincu que quand on va mettre la tarification, il y aura autant de vendeurs sur le marché, parce que le chiffre de vente est là. Et là, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il faut évidemment rationaliser le fonctionnement de ce marché, rationaliser les places. Donc ça, il faut une autorité sur le marché, de gestion du marché. Enfin, troisième élément, je ne vais pas vous mettre le détail. Troisième élément, il faut tenir compte de la situation du classement du marché pour engager un certain nombre de travaux qui rentrent dans le cadre de la protection de ces équipements classés. On ne peut pas non plus faire changer tout et n'importe quoi. Par exemple, on ne peut pas changer les dalles qu'il y a au sol, parce que ce sont des dalles authentiques et qu'on ne peut pas changer. On peut y mettre un revêtement pour atténuer le sol glissant, mais on ne peut pas les changer. On ne peut pas changer les armatures métalliques parce que ça fait partie du classement. Il y a un certain nombre de choses que l'on doit pouvoir améliorer sur le marché du point de vue du bâtiment et du point de vue du fonctionnement. Mais il est évident que rien n'est terminé. Il faut que l'on avance, il faut que l'on continue sur le marché, il faut pas être ça à bras-le-corps. Moi, j'ai déjà réalisé un certain nombre de réunions avec à la fois, vous savez, il y a 3 activités sur le marché. Contrairement à beaucoup de marchés, nous avons à la fois les fruits et légumes, nous avons à la fois la viande, ce type de viande, et nous avons le poisson derrière. Et donc, tout ça, ça va faire partie du programme général d'aménagement. Il faut qu'on commence par rationaliser le fonctionnement actuel du marché, le rendre évidemment plus efficace, plus rentable pour la ville du Lamentin, plus sécurisé pour le personnel, tout en tenant compte du bâtiment qui est un bâtiment classé. Mais tu as raison, il faut que l'on aille vers ces solutions-là tout de suite, parce qu'on ne peut pas laisser des choses comme ça. Nous avons un outil qui fonctionne, qui fait la fierté des Lamentinois. Tous les Lamentinois sont très contents d'avoir cette activité agricole, économique et en centre-ville. Il faut qu'on continue. Ça fait partie de l'histoire du Lamentin, ça fait partie des éléments constitutifs du centre-bourg du Lamentin. Donc, il faut qu'on continue et qu'on améliore la situation. Voilà. Aujourd'hui, il n'y avait pas une forte affluence, mais il y avait une affluence régulière au marché. Et ça semblait assez dynamique, effectivement, le marché de Noël. Ouais. Je voudrais te demander, Olivier, la dame qui a glissé, l'aînée qui a glissé, elle s'est blessée ou pas? Celle qui a glissé, tu as dit qu'il y a une personne âgée qui a glissé. Est-ce qu'elle s'est fait mal? Est-ce qu'elle a été... Non. Je vais le dire. Peut-être que c'est Dieu qui m'a placé là. Je l'ai rattrapé par la hanche. Et elle m'a simplement répondu, bien agréable, monsieur. Mais je veux dire, je n'ai pas... Elle n'a... En fait... Comment? Je n'ai pas entendu. Il faut que tu sois plus proche de moi si je glisse, que tu m'aides. Mais, organisateur, je ne suis pas loin. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, je sais les parties classées. Ce n'est pas à ce niveau-là que ça s'est fait, mais dans les marches qui vont vers les bouchers. C'est relativement... Et il faudra, justement, les dalles sont certes classées, mais il faudra trouver le moyen de les rendre moins glissants quand il pleut, parce que il y a déjà eu aussi des incidents, cette fois-là, relativement sérieuses, parce que les gens glissaient sur la dalle. Mais l'idée, et je le dis dans la construction, l'idée, c'est de faire que ce bel outil qui participe, n'est-ce pas, à une dynamique de ville, soit préservé et fonctionne au mieux dans l'intérêt de ceux qui viennent y exercer une activité commerciale, aussi pour la ville du Lamentin dans toute sa dimension. Enfin, bien, merci. Bien, chers collègues, je pense que nous sommes arrivés au terme de notre conseil. Je veux vous remercier tous et toutes. C'est le dernier conseil de l'année. Merci pour cette belle année d'activité. C'était évidemment le Covid qui nous a beaucoup gênés, à la fois dans nos activités et dans le fonctionnement de nos institutions. Et je dois vous remercier pour la qualité des échanges que nous avons, la bonne tenue de nos travaux en conseil municipal. Nous avons ça se passe pas aussi bien qu'ici. Donc merci à la fois pour le niveau et pour la qualité des échanges. Et pour terminer, je veux vous souhaiter à tous et à toutes de très belles fêtes de Noël. C'est la fête de l'amour, de la fraternité, de la famille. Je vous demande de vous protéger, de faire attention, mais de bien fêter avec les gens que vous aimez. À très bientôt. Merci beaucoup.